Bonjour à tous et bienvenue à l'édition virtuelle de Destination Canada Forum Mobilité. Mon nom est Caroline de Chloé et je représente le service Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à l'ambassade du Canada en France. Donc, cette conférence va vous donner quelques pistes pour aborder le marché du travail au Canada et vous donner des informations sur la recherche d'emploi au Canada. Si vous nous suivez en direct, à la fin de cette présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le module questions-réponses qui va s'afficher sur votre écran. Si vous nous suivez en direct ou que vous visionnez cette présentation dans la vidéothèque du forum, n'hésitez pas non plus à aller visiter les différents kiosques qui sont à votre disposition et à visualiser également les documents, à les télécharger pour mieux préparer votre projet. Alors, pour cette webconférence, je suis accompagnée de deux intervenants. Michèle Pignol, qui est agente en immigration économique au sein du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, et de Aleksandar Kovacevic, qui lui aussi agent en immigration économique, employabilité et recrutement au sein, là encore, du Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest. Donc, au cours de cette présentation, nous allons aborder différents points. Notamment, on va parler du curriculum vitae aux normes canadiennes de façon incontournable. On va aussi aborder la lettre de motivation, l'entrevue d'embauche. On parlera aussi du marché caché de l'emploi et de la façon de créer son réseau au Canada. Et on terminera par tout ce qui concerne des ressources qui pourront là encore, je dirais, améliorer votre information et vous permettre de préparer au mieux votre recherche d'emploi. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Michèle et Aleksandar pour cette présentation. Bonjour tout le monde, donc ravi de faire cette présentation aujourd'hui. Donc nous attaquons tout de suite avec le curriculum vitae ou résumé. Donc c'est la même chose. Donc ici au Canada, pour faire un CV aux normes canadiennes, les premières informations que vous mettez en haut de votre CV, c'est votre contact, téléphone, lien LinkedIn. Alors ce qui est très important, ce qu'il ne faut pas mettre, c'est surtout les photos, des renseignements personnels sur votre état civil. Le résumé ou CV doit avoir 2 pages maximum. Pour certains CV, on demande un peu plus de pages parce que si c'est un CV académique ou dans l'informatique. Et bien important pour les deux types de CV, puisqu'il y aura, je vais vous expliquer les deux types de CV, bien utiliser les mots-clés surtout quand vous répondez à une offre d'emploi. Donc, 2 types de CV. Un CV chronologique, donc bien sûr, là vous comprenez qu'il faut mettre l'expérience de travail avec l'emploi le plus récent et les emplois les plus éloignés. On va vraiment regarder les 3 dernières expériences. Donc, c'est très important de bien cibler parce que ça doit avoir, je dirais, une démarche normale d'appliquer pour un job puisque vous avez dans vos expériences acquis toutes ces compétences. Donc, c'est normal que vous appliquiez pour tel titre de poste et donc c'est ça que vous devez démontrer dans votre CV chronologique. Un CV par compétences, c'est vraiment montrer vos compétences personnelles ou vos compétences techniques ou d'autres compétences que vous avez acquis lors de vos expériences antérieures. Et ça correspond plus à un CV où on a beaucoup d'expériences professionnelles dans plusieurs secteurs. Donc, on veut recentrer vraiment l'attention du recruteur sur les compétences que vous avez acquises, qui sont transférables pour le poste pour lequel vous appliquez. Ou si vous n'avez pas accès d'expérience professionnelle, donc peu d'expérience professionnelle, et pas mal de compétences acquises, que ce soit au niveau universitaire, au niveau bénévolat, au niveau des différents jobs que vous avez eus, même si ce sont des jobs d'étudiants, tout ça, ça peut vous permettre d'expliquer que ces compétences, vous les avez acquises. Donc, on va vous montrer les 2 types de CV. Ici, c'est le CV chronologique. Vous voyez sur la première page un paragraphe très important qu'on appelle le Summary of Qualification. Qu'est-ce que c'est? Vous avez ici des informations concernant votre profil, qui vous êtes. Et des fois, dans l'entrevue, on va vous dire « Présentez-vous ». Ça sera cette explication qu'il faudra donner. Votre profil, c'est qui vous êtes. Et dans l'offre d'emploi, vous allez pouvoir identifier ce paragraphe dans les critères de sélection, Summary of Qualification, Requirement, et on va vous donner toutes ces informations-là qui fait que on va recruter
le candidat basé sur ces critères. Et ces critères, ce sont toujours les mêmes. Le niveau d'éducation, le nombre d'années d'expérience professionnelle, les compétences techniques, les compétences personnelles, le langage. Donc, tous ces critères-là, toutes les offres d'emploi, ces critères de sélection, c'est toujours les mêmes. Donc, bien évidemment, première chose, vous dites, j'ai le profil et je vous le prouve avec ces critères. Deuxième partie, donc c'est l'expérience professionnelle, le nom de l'entreprise, le secteur, le nombre d'employés pour qu'on situe, parce que le nom de l'entreprise va peut-être rien dire à votre recruteur. Vous avez les tâches que vous avez accomplies, qui commencent avec des verbes d'action. Et ces verbes d'action doivent être du niveau de responsabilité que vous avez eu si vous managez, si vous coordonnez, c'est pas la même chose. À la fin de cette démonstration avec vos tâches, vous devez donner des achievements, c'est-à-dire qu'avez-vous réalisé, qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Ça, c'est très important parce qu'on ne vous connaît pas et vous devez démontrer que vous avez eu des réalisations dans vos expériences professionnelles antérieures, que ça soit avec vos collègues ou de façon individuelle. La deuxième page a d'autres informations comme l'expérience de volontariat et d'autres, je dirais, diplômes ou certificats que vous avez acquis. Cette partie-là aussi est très importante. Attention, le recruteur regarde beaucoup et je sais qu'Alexander veut rajouter quelque chose sur cette mention. Exactement. On fait au Canada, le bénévolat, vraiment, c'est important. Il faut le mettre dans le CV. C'est important aussi pour les références. C'est plus important que les hobbies. Sauf, par exemple, si on parle de la compétition sportive ou être un coach d'un club. Et quand tu as parlé d'éducation, si le diplôme est acquis en dehors du Canada, ajoutez entre parenthèses, par exemple, equivalent to a master's in civil engineering as determined by WES. WES, World Education Services, ça permet aux étudiants et aux professionnels internationaux d'évaluer leur diplôme, mais ça peut être un autre organisme ou institution. Donc voilà, très important, vous voyez, au niveau, tout est important dans la communication. Ne mettez pas ce que je disais de communication, d'informations qui n'ont rien à voir avec l'offre d'emploi. Donc là, on va vous montrer maintenant la deuxième partie qui est un CV fonctionnel, donc par compétences. Et donc, vous voyez, la première partie, c'est la même chose, votre profil, c'est qui vous êtes, et bien sûr, les compétences. Donc, avec en dessous les responsabilités et tâches que vous avez eues, et si possible aussi les achievements. Et deuxième page, juste le titre du poste que vous avez eu. Donc, on n'insiste pas sur les secteurs pour lesquels vous avez travaillé. Donc, à vous de sentir comment vous vous sentez à l'aise pour présenter et défendre votre CV après. Vous pouvez faire des deux façons, ou vous pouvez faire aussi des fois un mix des deux, c'est possible. Donc, vous avez bien compris, mettre en relief vos compétences. Le format du CV doit être uniforme, donc très simple, ne compliquez pas les choses, sauf si vous devez faire un CV visuel parce que vous êtes dans les jeux vidéo, etc. Mettez les liens de votre portfolio, etc. Donc ça, c'est très important. Utilisez bien sûr les mots-clés. Rédigez votre CV dans la même langue que l'offre d'emploi, mais si c'est un emploi aussi unilingue, envoyez votre CV, que ce soit en anglais, en français, envoyez les deux CV dans les deux langues. Quantifiez, que ce soit vos tâches, réalisations personnelles, c'est très important. Le bénévolat, Alexander l'a dit. Et mettez bien à jour votre profil LinkedIn. Soyez proactif sur LinkedIn pour qu'on vous remarque et suivez aussi des recruteurs. Donc maintenant, la lettre de motivation, ça va être une façon d'attirer le recruteur à lire votre CV. Donc il doit avoir un intérêt, il doit être intéressé et donc à vous d'apporter ces informations. Donc vous devez vous adresser directement bien sûr à la personne, expliquer où est-ce que vous avez vu cette offre d'emploi, donc situer où vous avez eu cette offre. Ensuite, vous devez dire ne pas dire surtout je pense que je suis le bon candidat, vous dites je suis le bon candidat et là vous allez le démontrer en prenant 3 ou 4 informations dans l'offre d'emploi que vous allez prendre à votre compte en disant vous demandez quelqu'un qui a telle expérience, tant d'années d'expérience, il se trouve que j'ai tant d'années d'expérience ou
j'ai réalisé ça. Vous demandez quelqu'un avec telle compétence technique, il se trouve que je connais bien ce logiciel ou j'ai pu réaliser ceci, donc ou des compétences personnelles aussi, parce que ça compte autant que vos compétences techniques ici au Canada. Donc quelqu'un qui est spécialiste en communication, qui interagit avec les autres, etc. Ça compte beaucoup. Ensuite, vous devez, à la fin de cette lettre, expliquer que vous êtes capable d'aider la compagnie à atteindre ses objectifs et comment vous pourriez le réaliser, et procéder à une invitation à lire votre CV et d'avoir une entrevue pour pouvoir un petit peu développer tout ce que vous avez entrepris dans votre expérience professionnelle, dans vos expériences professionnelles. Également, ce que je voulais ajouter par rapport à la lettre de motivation et qui peut aussi être intéressante pour les employeurs, c'est si vous êtes éligible à des différents programmes d'immigration, n'hésitez pas à le mentionner auprès de l'employeur. Ça peut faciliter votre recrutement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous postulez en tant que francophone à une offre dans un poste qualifié en dehors de la province du Québec, vous pourriez être éligible à un permis de travail sous le volet mobilité francophone. Également, si vous êtes éligible à un PVT, permis vacances-travail ou une catégorie jeunes professionnels dans le cadre d'Expérience internationale Canada, n'hésitez pas à le mentionner. Ce sont des permis de travail qui sont facilités où l'employeur a peu de démarches administratives à faire. Si vous détenez un permis de travail ouvert dans le cadre d'un PVT ou en tant que conjoint d'une personne qui part étudier ou travailler temporairement au Canada, là aussi mentionnez-le à l'employeur. Même chose si vous avez obtenu votre statut de résident permanent. Ces éléments, je dirais, sont des éléments importants pour l'employeur qui ne connaît pas forcément tous les programmes d'immigration. Donc, ça va lui faciliter la tâche et ça va démontrer également votre connaissance des programmes d'immigration, votre préparation dans votre recherche d'emploi et également démontrer votre intérêt pour le poste. Je repasse la parole à Michel pour quelques exemples de lettres de motivation. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples de lettres de motivation. Toujours ce que vous disiez, vous reprenez où est-ce que vous avez vu ce poste. Donc je vais pas redétailler, mais voilà, ce sont des exemples qui vous donnent sur le deuxième aussi. Très simple, mais c'est vraiment pour inviter la personne. Et essayez d'avoir aussi des informations personnelles qui fait que vous montrez que vous avez fait déjà des recherches sur ce que disait vraiment sur la ville, comment vous allez pouvoir vous intégrer. Vous avez déjà fait des recherches ou n'importe quoi qui fait que vous êtes enthousiaste, quelque chose qui soit vraiment qui vous représente, qui soit donc qui montre qu'il y a un intérêt et votre lettre est plus personnalisée. Je pense que les recruteurs apprécient beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à l'entrevue d'embauche. Donc qu'elle soit en présentiel ou en virtuel, parce que maintenant ça va beaucoup se passer en présentiel. La première chose à faire, c'est déjà se préparer à cette entrevue d'embauche et faire beaucoup de recherches sur l'entreprise. Donc ça, je sais que beaucoup le font, mais vous devez vraiment éplucher n'importe quoi, toutes les informations sur cette entreprise, sa mission. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi leurs spécialités? Et est-ce que moi, je peux apporter quelque chose à cette entreprise? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Ça va intéresser le recruteur. Ça, c'est important. Donc, tout ce que vous pouvez leur apporter, détaillez-le, préparez-le, écrivez-le sur papier, donnez des exemples. Ensuite, vision, où est-ce que nous allons? À nos valeurs. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Donnez des exemples de choses que vous avez utilisées dans votre vie, qu'elles soient personnelles ou au niveau du bénévolat, etc. Tout ça, c'est important. Oui, j'ajouterais aussi que ce serait bien de se renseigner. Je pense que tu as mentionné aussi sur la ville ou la région si vous êtes ailleurs. Par exemple, j'avais une cliente qui s'est pas seulement très bien renseignée sur l'entreprise. Elle a vu dans le rapport annuel que l'entreprise est en pleine expansion, donc ce qui l'a aidé vraiment dans l'entrevue. Mais aussi, elle s'est renseignée sur la ville, sur le climat. Et comme il s'agissait d'une entreprise francophone, elle s'est informée aussi sur les enjeux en lien avec la population francophone ici au territoire du Nord-Ouest où je réside actuellement, sur le taux de rétention, etc. Donc, l'employeur a vraiment compris qu'il s'agit d'une candidate sérieuse qui connaît ce qu'il attend, ici et elle a décroché l'emploi finalement. En fait, c'est vous montrer une façon, vous démontrez votre motivation en faisant ça. C'est tout simple. C'est trouver un angle, quelque chose qui montre que vous êtes personnellement motivé et que vous avez déjà travaillé sur votre dossier et que voilà, que maintenant il faut continuer.
Donc ensuite, pour l'entrevue, que ce soit en présentiel ou en virtuel, vous devez préparer une série de questions de 8 à 10 questions, alors que ce soit sur des situations qui vous sont arrivées, des compétences dans des questions comportementales. Vous devez préparer ces listes de questions. N'hésitez pas aussi à préparer des listes de questions où vous sentez que vous avez une faiblesse quelque part, genre vous me demandez 5 ans d'expérience, j'ai 2 ans d'expérience. Ah, donc comment je vais pouvoir démontrer ça au niveau de votre CV à vous, de votre expérience professionnelle? Détaillez vraiment ce que vous avez fait au niveau de vos expériences professionnelles. Listez vos réalisations. Essayez de démontrer donc ce qu'on appelle le par problème, action, résultat. On va vous énoncer dans des questions. Il y a une difficulté, il y a un problème. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Faites très attention à ça. Donc, un seul exemple suffit. Vous faites une démonstration, action, résultat, comment vous avez surmonté. Bien évidemment, vous ne devez pas rester sur un problème, vous devez rester sur une solution. Donc, préparez-vous bien à toutes ces questions-là, c'est très important. Au niveau du virtuel, la question vestimentaire reste la même qu'en présentiel. Vous devez préparer votre environnement, pas de bruit autour. Faites très attention à ce que vous dites, le ton de votre voix. Faites très attention aux manifestations non verbales. N'utilisez pas trop vos mains, mettez vos mains sur la tête, etc. Faites très attention, mettez les mains sur vos jambes, etc. Faites très attention à ça. Le ton et parlez lentement, ça c'est très, très important. La poignée de main, ça dépend en présentiel maintenant avec toute l'histoire de la pandémie. Évitez d'avancer tout de suite votre main, sauf si votre interlocuteur l'avance en premier. Et puis, je dirais, envoyez à la fin de votre entretien tout de suite un message de remerciement, montrer que vous êtes complètement motivé, que ça correspond complètement à ce que vous recherchez. Donc ça, c'est très important. Donc, bien sûr, plein d'informations sur le guichet emploi qui vont vous aider et bien sûr des tutos sur l'entrevue d'embauche qui vont vous mettre en situation et exercez-vous à parler, même si c'est sur votre miroir, parlez en face de votre miroir, ça va beaucoup vous aider. Merci Michel. Moi, je vais parler un peu maintenant du marché caché de l'emploi. Donc, comme vous le savez déjà, les chemins vers l'emploi peuvent être divisés en fait en 2 catégories simples. On a le marché visible et le marché caché. Le marché visible donc représente les offres d'emploi publiées. Chaque offre d'emploi publiée reçoit, comme vous pouvez imaginer, dizaines voire des centaines de candidatures. Donc, on parle d'une forte compétition ici. Mais de l'autre côté se trouve le marché caché. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Canada, 70% à 80% des emplois ne sont pas affichés publiquement. Une des raisons pour cette chose est que les employeurs privilégient en fait de recruter d'abord à l'intérieur. Il y a plusieurs raisons pour ça. Ils regardent si c'est possible donc avant de faire des promotions internes. Tout simplement, ça coûte moins cher. Ensuite, ils regardent sur les travailleurs temporaires et consultants, donc sur les connaissances des employés actuels aussi, réseau, bouche à l'oreille. À la fin, ils contactent les organisations professionnelles, des agences de recrutement et finalement sur les offres d'emploi sur les plateformes diverses. Donc, la conclusion est il faut être proche de réseaux d'employeurs. Donc, on va vous parler maintenant comment donc créer un réseau ici au Canada. Donc, d'abord, pour avoir du succès dans le marché caché de l'emploi, il faut vraiment être actif, persévérant et motivé. Même avant d'arriver sur le sol canadien, on vous conseille de commencer à bâtir votre réseau canadien. Ce que je suggère souvent à mes clients vivant en dehors des territoires du Nord-Ouest où je réside et où je travaille actuellement, c'est de devenir membre de différents groupes Facebook et différents organismes de Yellowknife, par exemple, de cette ville où je suis, et de participer aux activités virtuelles organisées par ces groupes. Il y a un groupe très actif, francophone à Yellowknife. Participez à des webinaires et à discussions aussi de l'industrie, de votre secteur. À titre d'exemple, par exemple, il y a quelques jours, nous avons organisé une activité sur l'employabilité et l'immigration. Après l'activité, 3 chercheurs d'emploi ont eu l'opportunité de se réseauter avec les employeurs locaux et je les ai vus parler, ils ont parlé longtemps avec eux. Donc, il y a aussi un groupe Yellowknife Job Opportunities où plusieurs postes sont affichés, puis vous pouvez aussi poster que vous êtes en recherche d'emploi dans tel et tel secteur et il y a beaucoup de réponses.
Les gens vous proposaient quelles compagnies à contacter, etc. Donc, les gens, en fait, en général, aiment à aider car ça les valorise. Donc, je vous conseille aussi de parcourir des contacts professionnels, personnels, liés à différents aspects de votre vie. Vous avez un hobby? Voici une occasion de se connecter avec des personnes dans votre nouvelle région qui partagent les mêmes intérêts. Vous voulez essayer le ski de fond? Connectez-vous avec les gens de Yellowknife Ski Club. Michel, comment ça se passe chez vous avec les bibliothèques et centres communautaires? Alors nous ici, au niveau de la bibliothèque, on a une très très belle bibliothèque dans la rue centrale d'Halifax qui est vraiment très jolie et c'est vraiment un centre où les gens convergent, parce que d'abord elle est très belle, les gens vont travailler, les gens vont s'asseoir, vont boire un café, les gens parlent, donc il y a déjà une communauté qui connecte. Il y a des professionnels qui viennent faire du bénévolat, qui travaillent à la bibliothèque, qui sont des bénévoles. C'est pas forcément qu'autour d'un livre, c'est autour d'une discussion, autour d'une activité. Donc la bibliothèque organise plein de choses pour la communauté pour que chacun s'implique, chacun se connaisse, que ce soit des connexions communautaires différentes. Tout ça c'est très important parce que ces personnes-là, si vous leur parlez, vous dire je cherche un emploi dans ce domaine, ces personnes-là travaillent pour vous et vont vous connecter à d'autres personnes. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment ça ce qu'on appelle l'emploi caché. Exactement. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est les chambres de commerce régionales. Elles organisent souvent des activités de réseautage et autres événements qui pourraient être des occasions extraordinaires pour rencontrer des professionnels de domaines divers ou des domaines qui vous intéressent. Visitez aussi les sites des associations professionnelles de votre secteur et connectez-vous avec des professionnels de votre industrie. Puis, consultez les journaux locaux. Il est tout à fait compréhensible qu'on aime lire les journaux de notre pays d'origine. Ça m'est arrivé. Je lisais tous les jours les journaux de mon pays d'origine, mais il est important de suivre ce qui se passe sur le terrain dans notre nouvelle communauté, dans notre communauté d'appel. Je vous ai déjà parlé de Facebook. Michel t'a mentionné LinkedIn. Profitez de LinkedIn surtout. Finalement aussi affichez vos CV sur les sites d'offres d'emploi. Puis ce qui est aussi intéressant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur propre plateforme de recrutement. Donc, il n'est pas nécessaire de mentionner que vous devriez échanger avec votre réseau, de mettre la veille média dans votre secteur d'activité. Ça, c'est normal. Bien sûr, quand on parle des candidatures spontanées, ça, ciblez votre secteur. Il faut se concentrer sur un secteur spécifique ou domaine d'activité particulier. On vous conseille aussi de viser des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne. Michel t'a mentionné il est important de personnaliser la candidature et de viser les ressources humaines, mais aussi le directeur et gérant, et pourquoi pas faire une relance après. C'est très bon de créer son propre blog. Ça va accroître votre visibilité et mettre en avance vos compétences en partageant vos analyses, informations. Ça démontre aussi que vous maîtrisez les technologies web et vous pouvez aussi échanger les idées avec les autres professionnels et créer des liens. En fait, ce qui est important, c'est d'être actif, d'être présent partout, de faire le réseautage partout, en promenant un chien, dans un jardin communautaire, dans la ligne d'épicerie, à l'ascenseur, puis préparez votre discours, le discours d'ascenseur, comme on l'appelle, c'est un discours d'une trentaine de secondes qui résume votre expérience. Mais ça est clair et concis sur vos qualités et vos forces. Ce que je vais en parler maintenant aussi, c'est il y a des sites de recherche d'emploi qui peuvent être très utiles, comme par exemple Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est vraiment un site extraordinaire. On vous suggère fortement de consulter ce site qui vous donne accès aux informations sur le marché du travail, comme nouvelles du marché du travail, bulletin du marché du travail, scan environnemental, profil sectoriel. Donc, vous allez voir analyse des développements du marché du travail et des perspectives dans des industries clés, ou par exemple perspectives d'emploi de 3 ans, par exemple, à des niveaux de géographie divers. Donc, vous cherchez l'emploi, je ne sais pas, Yellowknife, ok, vous tapez Yellowknife et vous allez voir les perspectives d'emploi dans votre domaine dans la période de 3 ans. Et sur le salaire aussi, vous pouvez obtenir là-bas les informations, par exemple, l'estimation de salaire représentative pour toutes les professions au niveau national, provincial et local.
Et ça peut être très utile, par exemple, lors de l'entrevue, si l'employeur vous pose la question, par exemple, sur les attentes salariales. Puis, à part des sites généralistes comme Guichet Emploi, Monster, Jobboom, Jobilico, etc., il y a d'autres sites aussi, comme on dit, des sites spécialisés. Oui, donc c'est très important. On est habitué, nous en Europe, d'avoir des sites, bon, les agences nationales de l'emploi où tout est sur le même site, etc. Comme je dis, faites très attention. Ici, c'est très sectoriel, donc essayez de rechercher ces réseaux, que ce soit des magazines, que des conseils sectoriels des métiers, informatique, ressources humaines, biotalent, etc. Parce que c'est vraiment être en entonnoir dans votre recherche, et c'est là que vous allez connecter dans votre monde professionnel. Donc, et vous allez avoir plein d'informations là-dessus. Donc, c'est très important d'aller dans ces secteurs-là. Exactement. Donc, en bref, vous pouvez noter que plusieurs techniques en fait tombent dans la catégorie du marché de l'emploi. On a parlé de réseautage, mais aussi de l'envoi de candidatures spontanées, recherche sur le terrain, ça implique aussi la présence aux foires de carrière, etc. Donc, si l'on cherchait à résumer le marché de l'emploi caché en allemand, ça serait initiative. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Michel, Alexandra, pour tous ces conseils très précieux. Donc, merci aussi à vous tous d'avoir participé à cette présentation. Si vous nous suivez en direct, eh bien, dans quelques instants, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le module questions-réponses. Il va y avoir certainement de nombreuses questions. On ne pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions. On va simplement sélectionner les questions les plus pertinentes et d'intérêt général. Donc, merci à tous et bonne chance dans vos projets. Au revoir. Bonne chance. Bonne chance.